Bonjour à tous. On va attendre qu'il y ait un petit peu de monde qui arrive et on commencera le webinaire dans une minute ou deux. Bon. Moi, je vais couper ma vidéo pour la bande passante. Très bien. Bonjour à tous qui arrivez. On attend une minute que les personnes se connectent et on commencera le webinaire. Raymond, are you happy if I start? Very happy. Thank you, Louise. Très bien. Bonjour à tous. Merci de nous rejoindre pour cette troisième session de la série de webinaires qui est organisée par Niche avec le soutien de GSI dans le cadre du projet Choices. Euh, Cette série de webinaires est à destination des NITAG, des représentants des NITAG, mais aussi du secrétariat et des API managers. Donc, nous espérons que l'information circule dans vos pays auprès de tous les membres des NITAG, ainsi que du secrétariat et du PEV. Euh, Aujourd'hui, nous allons passer à la revue des données et des différents critères, mais avant ça, je voudrais revenir sur la session qui a eu lieu la semaine dernière ou il y a 2 semaines, donc le webinaire 2, qui s'était intéressé au processus de l'outil du NVIPST. Donc, c'est très important. Donc, il a été souligné la différence entre le ETR et l'outil NVIPST. Euh, il est important de comprendre que NVIPST ne va pas venir remplacer le cadre de recommandation que vous avez utilisé jusqu'à présent. Ce cadre de recommandation, il est utilisé dans le cadre d'une question de politique vaccinale pour une maladie. Alors que NVIPST va vous permettre de regarder plusieurs vaccins en même temps selon un certain nombre de critères qui aura été défini au cours du premier workshop. Donc, ce que vous avez vu dans le webinaire 2, et si vous n'avez pas participé, j'espère que vous avez pu écouter l'enregistrement. Ce qui a été vu, c'est que cet outil va vous accompagner à travers 3 étapes clés. Première étape, c'est une consultation avec l'ensemble des membres pour définir quel vaccin vous allez étudier, selon quelle période et à partir de quels critères. Ensuite, une fois que vous avez déterminé ces vaccins, ces critères, cette période, on va s'intéresser à la collecte des données pour chacun de ces critères, pour chacun des vaccins que vous avez choisis. Et cette collecte de données va ensuite conduire au deuxième atelier qui va permettre de discuter des données qui auront été collectées et d'arriver à un arbitrage entre les différents vaccins pour pouvoir ensuite conduire à des recommandations qui seront présentées au PEV et au ministère de la Santé. Si vous avez des questions qui sont en suspens depuis le webinaire 2, je vous invite à utiliser la boîte questions et réponses pour toute question, pour tout commentaire, non seulement sur le webinaire 2, mais aussi pendant toute la durée de ce webinaire. Il y aura au cours de ce webinaire également deux sondages. Donc, vous allez voir apparaître une petite boîte avec des questions. Cette petite boîte va rester pendant 20 minutes. Si elle vous dérange, vous pouvez la mettre sur le côté. Elle va rester affichée pendant 20 minutes, donc vous avez le temps de répondre à ce sondage. Mais c'est une manière pour nous d'être interactif. Enfin, comme on souhaite être vraiment interactif,
N'hésitez pas à utiliser cette boîte à questions-réponses pour poser des questions aux facilitateurs, pour commenter et pour partager surtout votre expérience. Aujourd'hui, thanks Salem for sharing. Aujourd'hui, donc, on va s'intéresser à la collecte des préférences des pays en matière de vaccins et de critères. Et donc, cette présentation sera donnée par EPOSI. Il y aura une présentation par Florian Guillot sur la collecte des préférences des pays en matière de vaccins et de critères, donc en mettant les mains dans le cambouis avec l'outil NVIPST. Et on aura l'expérience de 2 pays, André Tonda qui représente le Congo, la République du Congo, et Eric Adéossi qui représente le Niger. Ensuite, Florian reviendra sur la collecte et la synthèse des données probantes pour les recommandations du GTCV. Et Eric terminera avec l'expérience du Niger sur la collecte et la synthèse des données probantes et les discussions interactives entre les membres. Imen conclura ce webinaire à la fin. Donc, je vous remercie, je vous souhaite un bon webinaire et j'invite EPOSI à prendre la relève. OK. Merci beaucoup, Louise. Bonjour à tout le monde. Je suis EPOSI Hadissine du Niche et ce matin, on va vous parler de la collecte de données probantes. OK, je partage un peu mon écran. OK. Oui, EPOSI. OK. Bon, la recherche de données probantes est très, très utile dans la priorisation et l'optimisation. Et comme dans le ETR, c'est aussi méthodique, c'est rigoureux et c'est exhaustif. Vu la charge du travail, ça sera bien qu'un bibliothécaire vous aide pour ce processus. Donc, on commence généralement par des navigateurs web où on peut faire des recherches comme Google. On peut faire une recherche avancée ou basique, comme on voit sur les images. Donc, on a des sources globales, régionales ou nationales. On va commencer avec les sources globales. En premier lieu, on a OMS. On sait que c'est l'autorité mondiale en matière de la santé. Et là, on peut avoir des évidences de données sur les vaccins, les stratégies de vaccination. Et c'est une très grande ressource pour les GTCMP. Surtout les notes de synthèse de l'OMS sur les vaccins. Voici le lien, vous pouvez avoir accès à ces notes de synthèse. Voici les différents vaccins qui sont disponibles. On a aussi le US CDC, la Center for Disease Control and Prevention. Aussi, sur leur site, on peut avoir des évidences, des données. Il suffit seulement de cliquer et vous allez voir tout ce qui est disponible là-bas. On a d'autres organisations mondiales comme Gavi, comme UNICEF, que nous connaissons tous. On a aussi des universités et des instituts de recherche. Par exemple, on a University of Cape Town, on a VACFA, Vaccine for Africa, qui est un institut de recherche logé dans UCT. Et tous les instituts que vous connaissez, qui sont aussi rattachés à vos universités, sont des bonnes sources de données globales. On sait tous que ces instituts, ces universités produisent des publications. Et on peut avoir accès à ces publications, soit dans les journaux, soit par PubMed, Google Scholar, ou bien dans les bases de données même de ces universités. Par exemple, on a OpenUCity de University of Cape Town, où toutes les publications sont publiées, même les thèses des étudiants, on peut y trouver. Donc ça, c'est des ressources très importantes. N'oublions pas le Global NITAG Network. Je suis sûre qu'autour, depuis le début de ces webinaires, on en parle. Donc ici, on trouve vraiment des ressources qui sont spécifiques pour les NITAG. Voici le site web de GNN. Donc, vous tapez seulement Global Resource Center dans Google, ça va vous amener ici. Donc, dans la barre, on a les ressources. Vous tapez et puis vous écrivez ce que vous cherchez. Par exemple, on met ici vaccin et tout ce qu'ils ont sur le vaccin va s'apparaître. Toujours dans le GNN, on a le compendium.
Donc, c'est le compendium de données probantes sur les vaccins. Vous cliquez en haut ici. Donc, cette compendium est une compilation des articles, des ressources sur des sujets spécifiques. Donc, par exemple, on a sur HPV, sur EXA, sur RSV. Et c'est une nouvelle ressource dans GNN. Donc, si on prend par exemple HPV, on voit qu'on a déjà classé les ressources, un peu comme on voit avec le ETR, le Evidence to Recommendation Framework. C'est déjà classé par thème. Aussi, on a la note de synthèse de OMS qui est toujours là, parce que ça, c'est notre première source mondiale. Pour HPV, on peut aussi comparer les vaccins. Donc, le compendium est un bon endroit pour avoir des données qui sont déjà rassemblées sur une thème précise. Maintenant, regardons les sources régionales. On a les bureaux régionaux de OMS, on a Afro-Embro, on a les RITAC, qui sont les groupes consultatifs techniques régionaux. On a d'autres groupes techniques sur la vaccination qui produisent aussi des données qui sont très, très essentielles. On a les réunions des gestionnaires de PEV, EPI managers. C'est vrai que ça peut être difficile d'avoir accès à les résolutions prises pendant ces réunions, mais ils sont aussi une très bonne source d'information. Aussi, les résolutions des autres réunions des comités régionaux. Donc, si vous pouvez avoir accès à ça, c'est une bonne source des données régionales. On a notre Africa CDC, qui est l'agence de santé de l'Union africaine. Il y a aussi des labos régionaux qui ont des données très importantes puisqu'ils font des analyses que certains laboratoires nationaux n'arrivent pas à faire. Et on a, comme on a dit aussi, les universités. Parlant des universités, on a le NITAC Support Hub que je représente, qui est un projet de Vaccines for Africa. Comme on a vu, Vaccines for Africa est logé dans UCT. Donc, le NITAC Support Hub a créé ce qu'on appelle les LibGuides, les Library Guides, qui sont une collection organisée des ressources fiables sur des thèmes précis. Donc, ces ressources ou ces Library Guides incluent des articles, des livres, des images, même la littérature grise. Et dans la mesure du possible, si un NITAC a besoin des données sur un sujet précis et il ne retrouve pas ça dans les LibGuides, à travers le Help Desk de niche qui se trouve dans le site, le président du NITAC peut faire une demande pour avoir cette donnée et niche est là pour vous aider. Donc, voici la liste des LibGuides qui sont disponibles. On voit les différents thèmes qui sont disponibles. Voici le lien des niches. Donc, si vous cliquez sur ça, ça va vous amener dans le site web. Là-bas, vous partez sur Assets et Resources. Et là, vous allez trouver les LibGuides. Et voici les différents thèmes. Si on prend par exemple rougeole, on voit qu'on a toujours notre note de synthèse de l'OMS et puis on a d'autres ressources. Et pour certains, vous allez voir, c'est aussi toujours classé selon les thèmes de ETR, les différents domaines de ETR. Voici un exemple de la note de synthèse de OMS sur la rougeole. Dans cette note de synthèse aussi, si on part au niveau des références, on va voir tous les articles qui ont été utilisés pour arriver à cette recommandation sur la rougeole. C'est aussi une très bonne source des données probantes. Donc, il faut parcourir la liste de références pour voir d'autres articles que vous pouvez utiliser dans votre processus. Maintenant, pour les sources nationales, bien sûr, on a nos agences nationales de santé, nos ministères de santé, nos institutions.
qui sont des sources très importantes pour nos données locales, puisqu'ils mènent des recherches, aussi produisent des rapports qui ont des données surtout sur la tendance épidémiologique, sur la surveillance, et c'est seulement dans nos institutions nationales, nos ministères, qu'on peut vraiment avoir ces données. Ici, c'est la liste des night tags dans le monde. Eux aussi, c'est une source très, très importante pour avoir des données. Maintenant, quand on a déjà toutes ces données, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit évaluer la qualité et la pertinence de ces preuves. On regarde la méthodologie, la taille d'échantillon et surtout l'applicabilité des résultats. Est-ce que c'est applicable dans notre contexte, dans ce qu'on doit faire? Il faut qu'on se rassure. Donc, pour conclure, on voit que la prise de décision doit être fondée sur des preuves et des données scientifiques. Et ces preuves doivent être de bonne qualité. Et c'est toujours bien de varier les sources, d'avoir des preuves mondiales, régionales et même nationales. Donc, voici quelques liens utiles, comme on a vu pour OMS, Gavi, CDC, NICH, et même les Writers et le Vaccine Compendium. Donc, merci beaucoup à vous tous. And over to you, Louise. Thank you very much, Eposi. I will take over for the next session of this webinar. Thank you. That was really important, and we'll go over this again in the second session today, just to hammer the information down for all participants. Donc merci beaucoup, Eposi. Désolé, je suis parti sur l'anglais. Merci beaucoup, Eposi. Donc, je vais prendre le relais pour la partie NVIPST. Ces informations qui vous ont été partagées, elles vous seront envoyées par la suite. Et puis, je reviendrai dessus dans la deuxième session aujourd'hui pour vraiment insister sur les sources que vous pouvez utiliser lors de ce processus NVIPST. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est très rapidement, je vais rappeler ce qu'on s'est dit la dernière fois, notamment à l'issue du premier atelier du processus NVIPST, quels sont les livres principaux qui en sortent. Et ensuite, on verra comment sélectionner lors de ce premier atelier les vaccins et les critères pour l'exercice de priorisation. On aura une étude de cas de la RDC. Puis on regardera la partie collecte des données pour les recommandations et l'étude de cas du Niger. Donc pour rappel, c'est ce qu'on a présenté lors du précédent webinaire. Lors du premier atelier, le but, c'est de produire les livrables suivants, c'est-à-dire des décisions du GTCV sur, en premier, la période concernée. Donc, est-ce qu'on parle d'une priorisation à 5 ans, 7 ans, 10 ans, etc. Les vaccins qui doivent être considérés, on ne peut pas considérer 20, 25 vaccins, puisque le travail serait trop conséquent et c'est très difficile de prioriser sur un nombre très, très large de vaccins. Donc, c'est de resserrer, de limiter cette liste à environ 5 à 7 vaccins. Pareil pour les critères, comme pour ceux qui étaient là lors du précédent webinaire, on a, au niveau des critères, on a 71 critères disponibles dans l'outil NVIPST. Vous ne pouvez pas faire une priorisation sur 71 critères. C'est trop, ça représente une charge de travail trop importante. Donc, il faut prioriser ceux qui vont représenter les priorités du pays, le contexte national, etc. Et un dernier livrable à l'issue du premier atelier, c'est le plan pour la collecte des données. On y reviendra tout à l'heure. Donc, la première étape, c'est de sélectionner les vaccins et les critères. Je passe très rapidement en fait sur la sélection de la période concernée, qui est généralement l'étape la plus facile. On va se concentrer vraiment sur les vaccins et les critères. Comment est-ce que ça se passe? Ça se passe en 3 étapes, avec des responsabilités différentes pour le secrétariat du GTCV ou le PEV et le GTCV lui-même. La première étape, c'est que le secrétariat doit préparer une liste
étendue de vaccins et de critères qui vont être proposés au GTCV. Donc pour ça, on vous recommande de repartir du document qui vous a été présenté dans la présentation du toolkit, qui est le document 1.3, présentation pour la session introductive en ligne, qui inclut une présentation complète de la liste de tous les critères, et j'y reviendrai dans quelques minutes. On vous recommande également au secrétariat d'intégrer la liste des vaccins que vous proposez au vote au GTCV, donc autour de 20 vaccins qui ensuite seront shortlistés, et idéalement un petit résumé des informations disponibles pour chaque vaccin. Alors, pas besoin de rentrer dans les détails, mais vraiment les maladies couvertes, l'efficacité, est-ce que c'est couvert ou pas par Gavi pour les pays Gavi, etc., pour que tout le monde soit au minimum et le minimum d'informations concernant les vaccins avant de procéder au vote. Et enfin, on vous recommande d'organiser une séance en ligne, généralement 2 semaines avant le GTCV, pour présenter au GTCV les différents vaccins et tous les critères. Donc, on va couvrir certains de ces critères aujourd'hui, mais vraiment, ce qu'on recommande, c'est d'organiser une séance dédiée pour que tout le monde soit au même niveau d'information. La deuxième étape, c'est de préparer, de partager et d'analyser un questionnaire de préférence. Donc, idéalement, il faut l'avoir préparé au moment de la séance en ligne ou juste après. Vous pouvez repartir d'un des éléments de la boîte à outils qui s'appelle 1.2 questionnaire pour critères et vaccins. Il y a un équivalent en Google Form qui est aussi disponible. Vous le mettez à jour, par exemple, si en fonction des vaccins qui ont déjà été introduits, évidemment, vous n'allez pas les proposer pour une nouvelle introduction. Certains, vous souhaitez peut-être ne pas intégrer ou proposer des vaccins qui ne sont pas couverts par Gavi, etc. Donc, vous pouvez modifier ce questionnaire et ensuite le partager, idéalement à la fin de la séance en ligne ou après, en tout cas avant le premier atelier, aux membres du GTCV. Vous pouvez également le partager à une population plus élargie. Et ensuite, ce sera à vous de décider quels sont les votes qui seront pris en compte. Est-ce que ce seront juste les votes du GTCV qui seront mis en avant ou qui seront pris en compte? Est-ce que ce sera les votes du GTCV mis en avant et les votes des partenaires qui seront aussi pris en compte ou affichés? C'est à vous de décider. Et donc, partager ce lien avec les personnes qui vont devoir voter et puis analyser les résultats. Pour ça, vous pouvez repartir du document 1.4, présentation pour l'atelier 1, qui propose des graphiques neutres dans lesquels vous pouvez rajouter les résultats du questionnaire que vous aurez fait pour une base de discussion lors du premier atelier. Et donc, justement, lors de la troisième étape, c'est que le GTCV va discuter pendant l'atelier 1 des résultats de ce questionnaire et sélectionner les vaccins et les critères. Donc, discuter des vaccins. Donc, ils vont repartir des résultats du questionnaire. On verra comment c'était le cas pour la RDC, par exemple, pour choisir environ 5 à 7 vaccins qui vont être ensuite priorisés. Généralement, les pays choisissent les vaccins qui ont reçu le plus de votes, mais ce n'est pas systématique. Les votes, ils sont juste là pour aider à la discussion. Il est possible de repêcher, entre guillemets, certains vaccins qui auraient eu moins de votes si ça reste pertinent ou si ça apparaît nécessaire lors de la discussion. La deuxième étape, c'est de discuter des critères. Donc, de la même manière, repartir des résultats du questionnaire pour chaque catégorie de critères. On verra qu'il y a 3 catégories de critères et construire un consensus autour de 7 critères maximum. Et enfin, préparer la collecte des données. On en reparlera lors de la deuxième session de ce webinaire aujourd'hui. Donc, pour revenir sur les critères, les vaccins, je ne vais pas y revenir parce que c'est vraiment très dépendant des différents pays et de leur calendrier existant, etc. Par contre, les critères qui sont disponibles dans l'outil NVIPST, ils ont été établis à partir d'une revue de littérature très complète et d'un travail de nombreux experts pour vous proposer une liste exhaustive des critères qu'on peut considérer lors de la priorisation des différents vaccins. Donc, vous voyez ici les revues de littérature, enfin les éléments de littérature qui ont été pris en compte. Ils ont été ensuite classifiés en 10 catégories et en 2 thématiques de priorisation.
Les catégories, elles sont autour des domaines de maladies et vaccins, par exemple fardeau de la maladie et épidémiologie, bénéfice du vaccin, sécurité du vaccin. On a les critères qui sont liés aux facteurs externes, de disponibilité sur le marché, de finance et économie, les aspects légaux et éthiques, et enfin les facteurs programmatiques, donc les facteurs liés à la stratégie, à la logistique, à la prestation de services et à l'acceptabilité du vaccin. Ça, c'est les 10 catégories. Et vous allez également voir que les critères sont catégorisés en fonction de s'ils permettent d'évaluer l'importance d'un vaccin ou la faisabilité d'un vaccin. L'importance, c'est à quel point est-ce que ce vaccin va avoir un impact, notamment sur la situation sanitaire, voire économique et sociale dans la société. Et la faisabilité, c'est à quel point l'introduction du vaccin va être facile, va être réalisable pour atteindre les objectifs, notamment de couverture fixés. Et on vous avait présenté ça lors du précédent webinaire. Ces deux thématiques, elles vont permettre d'avoir de positionner les vaccins à la fin du processus sur une matrice qui nous dit est-ce que les vaccins sont à la fois importants et faisables, peu importants et faisables, etc. Ça, c'est la liste de tous les critères. Je ne vais pas y revenir en détail. On prendra les exemples pour 2 catégories. Mais ce qui est important de prendre en compte, c'est que ces critères, en plus de cette catégorisation, ils ont été hiérarchisés pour faciliter le travail de sélection. Ils ont été hiérarchisés en fonction de plusieurs éléments. Un, c'est l'importance relative du critère. Est-ce qu'on considère que le critère est très important pour la priorisation? De 2, c'est est-ce que le critère est on s'attend à ce que les données nécessaires pour évaluer les différents vaccins selon ce critère sont disponibles. Je vous donne un exemple. L'efficacité du vaccin, pour les vaccins, c'est une donnée très disponible, c'est très facile à accéder. Par contre, l'impact du vaccin sur, je vais dire par exemple, l'accessibilité des populations, c'est plus difficile, c'est un critère qui est plus difficile à obtenir. Pareil, il y en a d'autres comme les perspectives sur l'évolution du prix, c'est des données qui sont plus difficiles à obtenir. Et enfin, le troisième élément de hiérarchisation de ces critères, c'est la facilité de discrimination entre les vaccins. Est-ce que le critère va nous permettre de vraiment créer des différences et vraiment hiérarchiser et prioriser les différents vaccins? Par exemple, un critère comme on s'est rendu compte dans certains exemples que les critères sur la sûreté du vaccin, par exemple les MAPI, dans certains cas, en fonction des vaccins qui étaient choisis, et en fait, la différence était très, très faible sur la fréquence d'occurrence des MAPI et les MAPI en question. Donc, en fait, la capacité du critère à différencier entre les vaccins était assez faible. Et donc, en fonction de ces 3 éléments, l'importance, la disponibilité attendue et la facilité de discrimination, on a catégorisé les critères en critères essentiels qui nous paraissent très importants à sélectionner pour la prise de décision, qui sont pertinents généralement pour tous les pays et qui ont généralement un poids plus élevé, une pondération plus élevée. En 2, les critères significatifs qui ont un poids légèrement inférieur, donc une pondération légèrement inférieure, et qui doivent être choisis en fonction de leur pertinence et des priorités spécifiques au pays. Et enfin, les autres critères, ceux qui sont moins importants ou une disponibilité attendue des données plus faible, etc., qui ont un poids encore plus faible et qui ne sont sélectionnés que lorsqu'ils sont très pertinents pour un pays. Je vous donne un exemple. Il y a un critère qui est à quel point est-ce que les vaccins, l'existence de barrières ou non éthiques dans la société, éthique ou morale dans la société pour l'introduction du vaccin. Donc, par exemple, dans certains pays, comme l'Indonésie, ils souhaitent que les vaccins soient halal et ils soient produits localement. Bon, c'est très spécifique à l'Indonésie. Ce critère-là, il va peut-être pas être pertinent pour d'autres pays. Donc, dans ce cas, ça va être un critère qu'on va appeler autre critère qui sera sélectionné uniquement lorsqu'il est pertinent dans un contexte. Donc ça, c'est une pré-hiérarchisation qu'on a faite pour faciliter les sélections de votre côté. Mais évidemment, le plus important, le dernier élément à prendre en compte, ce sera l'applicabilité et les discussions que vous aurez lors du premier atelier sur l'applicabilité de ces critères à votre contexte. Donc, il est possible que vous choisissiez que des critères significatifs parce qu'ils sont tous pertinents pour vous et qu'il n'y en ait pas qui soient essentiels, qui soient pertinents pour vous, même si c'est peu probable. Donc ça, j'insiste, c'est vraiment le point le plus important
Nous, on les a pré-hiérarchisés, mais ça ne préjuge pas de comment est-ce que vous allez les sélectionner et comment vous allez les hiérarchiser. Je vais donner 2 exemples de plages de critères, de catégories qui sont disponibles dans le NVAPST pour que vous voyez la différence entre essentiel, significatif et autres. Donc ça, c'est pour le fardeau de la maladie et l'épidémiologie. Les critères en rouge, c'est les critères qu'on a jugés essentiels. Les critères en jaune, significatifs. Et les critères en blanc, c'est les autres critères, ceux qui sont moins importants. Donc vous voyez, dans les critères essentiels, on a mis l'incidence, la prévalence, la mortalité et la létalité et l'absence d'alternatives satisfaisantes pour prévenir ou traiter la maladie. Ça nous paraît être des critères essentiels. Ça ne veut pas dire que vous êtes obligé de les sélectionner. Vous allez peut-être en choisir la moitié, mais ça veut dire qu'on encourage fortement de les sélectionner. Les critères significatifs qui sont aussi importants, on a par exemple l'inégalité du fardeau, le potentiel épidémique, le taux d'hospitalisation, les DALI, le coût de la maladie, les coûts directs et indirects pour les patients et familles. Et les critères autres, je donne un exemple, ça va être par exemple l'intensité de la souffrance ou la gravité des symptômes de la maladie. Parce que, par exemple, ça a été jugé un peu moins important. L'accès à ces données-là, elle est très dépendant des pays. Est-ce qu'il y a un système de remontée des informations des hôpitaux, etc. Et c'est assez difficile de comparer entre les vaccins, de comparer l'intensité de la souffrance. Donc, c'est pour ça que c'est un critère qui a été catégorisé comme autre. Je donne un autre exemple pour une autre catégorie, pour les bénéfices du vaccin. Dans les critères essentiels, on a la couverture des sérogroupes ou des sérotypes actifs. Évidemment, ça, c'est que pertinent pour les vaccins à sérogroupes ou à sérotypes. Ça va être très important de prendre ça en compte lorsque on a une circulation différente des sérogroupes ou des sérotypes dans un pays. Si vous prenez que des vaccins qui n'ont pas plusieurs sérogroupes où c'est moins important, évidemment, ce critère, vous n'êtes pas obligé de le voir. Vous n'avez pas à le sélectionner. On a également l'efficacité réelle du vaccin, qui est un critère essentiel, et la durée de protection et la diminution de l'immunité. Dans les critères significatifs, on a l'efficacité théorique, ce qu'on appelle en anglais efficacy versus effectiveness, qui est l'efficacité réelle, et l'immunogénicité. On a également comme critère significatif l'immunité collective. À l'inverse, dans les critères qui nous paraissaient moins importants, les autres critères, on a par exemple l'impact sur la résistance aux antibiotiques. Donc ça peut être un critère qui est important pour vous, mais a priori, on ne l'a pas jugé comme un critère essentiel ou significatif. Voilà. Ces informations, elles sont disponibles, comme je vous le disais, pour toutes les catégories. Vous les trouverez dans le fichier qui s'appelle, je crois, 1.5 critères pour la priorisation des vaccins. Ce qu'on encourage, je vous le rappelle, c'est de présenter au GTCV, lors d'une séance en ligne, tous ces critères-là, de faire voter le GTCV via un questionnaire en ligne, et puis ensuite, sur la base des résultats du vote, de discuter lors du premier atelier des critères que vous voulez sélectionner. La dernière étape, et elle est très importante, c'est une fois que vous aurez sélectionné vos critères. Donc, comme je disais, les critères, on recommande de sélectionner un maximum de 16, entre 10 et 16, avec une répartition, par exemple, environ entre 7 et 8 critères essentiels, environ 4 critères significatifs et entre 0 et 2 critères autres. Mais ensuite, ces critères-là, ils représentent juste un aspect de la décision, ils ne représentent pas des données, des indicateurs mesurables. Donc nous, ce qu'on recommande, c'est une fois que vous avez sélectionné les critères et les vaccins, vous allez organiser la collecte des données et il va falloir décliner chacun de ces critères en indicateurs. Les critères, c'est des normes générales. Les indicateurs, c'est des éléments spécifiques et mesurables qui vous permettront de comparer de manière objective les critères. Donc, je donne un exemple. Pour, par exemple, la disponibilité du vaccin et les fournitures sur le marché. Donc, la RDC et le Niger avaient tous les deux choisi ce critère-là, qui est un critère qui est assez difficile à évaluer. Si vous dites, est-ce que ce vaccin est disponible? A priori, vous ne pouvez pas répondre oui, non, ou vous ne pouvez pas comparer les vaccins. Comment est-ce qu'on peut l'approcher? On peut le scinder en plusieurs indicateurs. Il peut y avoir un indicateur qui est par exemple le nombre de fournisseurs disponibles, les volumes garantis par l'UNICEF, la demande mondiale. Si la demande mondiale est très élevée, on sait que c'est plus difficile d'avoir des vaccins.
l'offre disponible estimée. Elle n'est pas toujours disponible, cette information pour tous les vaccins, mais l'OMS, avec son département MI4A, MI4A, fournit cette information pour certains vaccins. Donc, même si un critère peut paraître difficile à évaluer, le scinder en plusieurs indicateurs, ça va permettre de comparer les vaccins entre eux. Ce qui est important, c'est de retenir que les indicateurs doivent être à la fois spécifiques. Donc, par exemple, si je parle juste de l'efficacité réelle du vaccin, c'est pas assez spécifique. On va parler, pour le HPV, par exemple, de l'efficacité réelle du vaccin pour prévenir le cancer du col de l'utérus chez les femmes âgées de 18 ans et plus. Ça, c'est spécifique. Il doit être mesurable, c'est-à-dire l'hésitation à se faire vacciner, ça n'est pas un critère mesurable. Par contre, le pourcentage de la population qui exprime des doutes sur le vaccin, ça c'est quelque chose qui est mesurable, qui est parfois collecté dans des données, dans des enquêtes CAP. Les indicateurs doivent être aussi évidemment conformes aux critères. Par exemple, on ne va pas utiliser le nombre de nouveaux cas par année pour un critère pour la prévalence, c'est plutôt l'incidence, et doivent être conformes au vaccin. Donc la disponibilité de la chaîne du froid, qui est un des critères. Si on regarde les volumes, un indicateur qui serait les volumes nécessaires en chaîne de froid, il va falloir préciser si on parle de chaîne de froid positive, négative ou ultra négative en fonction des vaccins. Voilà, ça c'est la dernière étape sur les critères. Je vais m'arrêter là pour la présentation des vaccins et des critères et passer la parole à André pour l'étude de cas sur la RDC et ensuite les questions et réponses. À toi, André. Ok, merci beaucoup Florian. Je ne sais pas, c'est vous qui faites défiler les diapos, hein? Vous vais passer à la diapo suivante. Ok. Merci. Moi, c'est André Tonda. Je travaille pour GSI en RDC. Et je crois que je vais vous faire un peu l'économie de l'expérience de la RDC par rapport à la sélection des critères de priorisation des nouveaux vaccins. Diapositive. OK. Alors, par rapport aux critères qui ont été retenus par le GTCV de la RDC, donc sur une liste d'autour de 71 critères, donc le vote exprimé en ligne a porté sur pratiquement 15 critères. Et parmi ces 15 critères, vous avez ceux qui sont en rouge, les barres en rouge, ce sont les critères essentiels, comme Florian l'a expliqué. Mais ceux qui sont en jaune, ce sont les critères significatifs, en fait. Il vous a parlé de 3 types de critères. Et donc, le GTCV de la RDC a porté le choix sur pratiquement 9 critères essentiels et 6 critères significatifs. Et par rapport à de ces critères, les critères essentiels, donc qui sont en rouge, les barres en rouge, ont un poids un peu plus élevé et sont plus pertinents pour le pays et ont eu la pondération 3, tandis que les critères significatifs ont été pondérés à 2 dans les discussions que le GTCV a eues au cours de cet exercice. Diapositive. Diapositive. OK, merci. Alors, par rapport à la sélection des critères et puis le nombre de vaccins sélectionnés, bon, il faut rappeler que le GTCV de la RDC, bon, bien sûr, l'exercice s'est réalisé pratiquement au 4e trimestre, donc pratiquement vers le mois de décembre et puis janvier, décembre 2023 et janvier 2024. Mais avant cela, au 3e trimestre, le GTCV a fait un exercice plus ou moins pareil. Bon, mais ce n'était pas, je dirais, il n'y avait pas une méthodologie assez bien fournie comme celle qu'il y a eu avec l'appui de Choices. Et donc, le GTCV donc a pu faire une priorisation à cette époque-là de presque une vingtaine de vaccins. Mais avec l'appui de Choices, c'est un processus approfondi de priorisation basé sur des données factuelles, probantes,
ont permis plutôt au GTCV de pouvoir mener un exercice, je dirais, réussi de priorisation. Donc, à partir de 71 critères développés par Florian déjà, le GTCV a permis, donc, l'exercice a permis de pouvoir retenir 15 critères qui ont été présentés dans la diapositive précédente, dont 9 critères essentiels et puis les 6 significatifs. Alors, les vaccins qui ont été retenus, donc d'une liste de 21 vaccins, donc cet exercice a permis de pouvoir retenir 7 vaccins qui sont là, en gras, le RR, le TCV, le HPV, l'hépatite B à la naissance, le vaccin multivalent contre la méningite, le nouveau vaccin contre la tuberculose et puis le hexavalent. Alors, il faut dire qu'il y avait quand même un certain engouement sur le vaccin VRS. Malheureusement, ce vaccin a été supprimé suite au fait que c'était encore un vaccin en cours de développement. Il a été également décidé de mettre de côté des vaccins qui étaient déjà en cours d'introduction, par exemple le vaccin contre le paludisme et puis le switch du vaccin contre le gastroentérite à rotavirus. Diapositive. Alors, ce qui a bien fonctionné, il faut dire que tous les objectifs de l'exercice ont été atteints. À titre d'exemple, dans la chronologie de la priorisation, en fait, la récurrence de l'exercice a été fixée à pratiquement 5 ans après. Le nombre de vaccins, comme je l'ai dit, est passé de 21 à 7 avec cet exercice. Et puis le nombre de critères également, de 71 critères, 15 ont été retenus. Alors, autre chose, c'est que l'utilisation d'un formulaire en ligne a permis de structurer les discussions et de faciliter la recherche d'un consensus entre les membres du GTCV. Et un temps suffisant a été consacré à la familiarisation avec les outils et les méthodes, ainsi que, il faut noter aussi le leadership du président du GTCV qui a vraiment facilité cet exercice au niveau de la RDC. L'autre chose, c'est que la préclassification des critères en catégories essentielles, supplémentaires et écartées a considérablement simplifié le processus de sélection des critères. Et il faut noter également le rôle joué par le PEV, donc, qui fait partie prenante du secrétariat du GTCV à travers ses contributions tout au long du processus. Cela a permis de pouvoir garantir les aspects programmatiques et que les aspects plutôt programmatifs ont été bien pris en charge dans les discussions. Alors, ce qui était plus difficile par rapport au processus de sélection, il faut reconnaître qu'à proprement parler, il n'y a pas eu de défi majeur dans la sélection des critères. Les critères étant votés en ligne par les membres du GTCV, les défis étaient beaucoup plus liés à la collecte ou aux données. Donc, le manque de données nationales fiables a nécessité de pouvoir utiliser ou bien de pouvoir trianguler plusieurs sources de données, notamment des données de surveillance, des enquêtes, et ainsi de suite. Et les données relatives à certains critères étaient aussi, à certains critères un peu, je m'excuse, un peu complexes à analyser et à exploiter pour le classement qui se faisait pratiquement ça nous prenait peut-être à peu près de 20 à 30 minutes. Donc, le partage préalable des données n'était pas possible faute du temps. Il faut noter également que certaines données ont été partagées que lors de l'atelier proprement dit. Et cela ne pouvait pas permettre peut-être un travail en amont. Certaines données à l'échelle mondiale devaient aussi être disponibles sur la plateforme et régulièrement mise à jour afin de pouvoir garantir que les NITAG puissent y accéder facilement
lorsqu'ils souhaitent réviser leur scénario. Il faut également une bonne planification préalable du processus de priorisation pour faire face à la pression du temps et des ressources qui sont limitées. La diapositive. Alors, la sélection des critères, bon, je crois qu'on en a déjà un peu parlé, mais quelques conseils prodigués au pays par rapport à l'expérience de la RDC. Le GTCV de la RDC a voté pour 15 critères sur les 71 critères proposés. Il n'a pas fait vraiment d'adaptation proprement dit, c'était juste le vote des critères déjà définis. L'utilisation d'un sondage en ligne préalable a été très utile pour aider le président du GTCV à pouvoir trancher sur l'issue des débats. Et la présence du PEV a permis d'assurer la représentation des critères programmatiques, surtout. Et quelques conseils au pays, c'est bon. Comme je l'ai dit, le processus en RDC, ça a pris pratiquement le mois de décembre 2023 et janvier 2024. Donc, ça a fait qu'on avait quand même quelques difficultés pour pouvoir avoir les données, hein, comme je l'ai dit précédemment. Donc, nous pensons que ce processus devrait être vraiment planifié dès le départ et intégré dans l'exercice, intégrer plutôt l'exercice de priorisation de vaccins dans la planification annuelle du PEV. Hein, ça permet d'avoir suffisamment de temps pour pouvoir préparer la collecte des données, leur analyse et la priorisation proprement dite. Donc, il faut former et impliquer les membres du GTCV et les comités techniques, donc le PEV et les partenaires qui sont impliqués dans cet exercice, choisir et adapter les critères de manière participative et s'appuyer sur les données locales fiables. Voilà un peu ce que nous avons voulu partager avec vous. Merci. Merci beaucoup, M. Tonda. Maintenant, nous allons nous arrêter pour répondre donc aux différentes questions des différents participants. D'accord? Est-ce qu'il y a des questions? Je vois que dans le chat, il n'y a eu aucune question posée. Il n'y a aucune question par rapport donc à ces deux belles présentations. Merci beaucoup pour les présentations ce matin. J'ai une question, s'il vous plaît. Oui, vous pouvez y aller. Merci beaucoup. Vraiment, c'était très clair. La question, c'est sur les critères. Quels sont les critères les plus, qui étaient le plus relevant dans le contexte de RDC? Et peut-être ça n'applique pas dans les autres pays. Alors, pour moi, cette question, c'est pour André et aussi pour Florian. Ok. Merci beaucoup. André?
Vous voulez répondre? Oui, oui, je peux donner quelques éléments de réponse et peut-être Florian pourra aussi compléter. Je sais que parmi les critères essentiels qui étaient retenus par la RDC, il y avait surtout le taux de mortalité ou la létalité des cas, l'efficacité du vaccin dans la population, il y avait la prévalence. Bon, en fait, les critères liés à comment dire, l'ampleur de la maladie, donc la mortalité, la prévalence, même l'incidence et la perception publique du risque de maladie. Donc ça, c'est juste quelques peut-être critères que je prends un peu pêle-mêle. Comme ça, mais peut-être Florian, si vous avez complété. Je ne sais pas, peut-être que avant que Florian ne parler aussi un peu d'un critère que nous, au Niger, nous avons retenu qui était quand même assez important. Parmi les critères, c'était le risque d'épidémie. Parce que vous savez que nous avons été beaucoup frappés par les épidémies de méningite. Et donc, c'est vraiment très présent à l'esprit des gens. C'est par exemple un critère que chez nous, les gens ont considéré qu'il était très, très important. Merci. Je sais pas. Oui, oui. Effectivement, pour la RDC, c'est aussi parmi les critères retenus. Bon, mais dans le vote des membres du GTCV, c'était presque 27% des, comment dire, des membres du GTCV qui ont voté pour ce critère-là. Mais les critères qui ont eu un peu plus de points dans le vote des membres du GTCV, comme je l'ai dit, c'était la mortalité, l'efficacité du vaccin, la prévalence, la durée de protection, la disponibilité de financement, la couverture des sérotypes, ainsi de suite. Mais c'est un critère qui était aussi retenu, donc le risque d'épidémie et l'inégalité de fardeau, ainsi de suite. Merci beaucoup, André. Florian? Oui, merci. Bah, je ne sais pas si j'ai beaucoup de choses à ajouter. En effet, dans les critères, il y a des critères dans les 5 ou 6 pays qui ont fait l'exercice qui reviennent tout le temps. Je pense notamment aux critères d'incidence, mortalité, efficacité réelle du vaccin, disponibilité du vaccin sur le marché. Ça, c'est revenu systématiquement. Et d'ailleurs, c'est des critères qui sont essentiels. Après, il y a quelques critères qui ont été assez spécifiques. Donc, on a parlé RDC et Niger avec les critères liés au risque d'épidémie. En Ouganda, ils ont regardé la contribution du vaccin aux objectifs nationaux, régionaux et globaux. Ils ont regardé aussi ce qui était très important pour eux, l'impact sur la résistance antimicrobienne. Donc, qui est un critère qui, en fait, est catégorisé comme autre, mais qui était très important pour eux. Si je regarde l'Éthiopie aussi, certains critères qu'ils ont sélectionnés, qui étaient les seuls à sélectionner comme l'absence d'alternative pour traiter ou prévenir la maladie. Donc voilà, il y a certains critères qui reviennent systématiquement, il y en a d'autres qui sont vraiment spécifiques au contexte du pays. Y a-t-il d'autres questions dans la salle virtuelle, de la part des participants? Bien. S'il n'y a pas d'autres questions, nous allons demander donc à Florian de continuer sa présentation. Merci. Merci, prof. Eric. Alors, je vois juste qu'il y avait un commentaire de Monsieur Ba qui disait: nous pouvons prioriser en mettant en avant un lien avec les pratiques actuelles du pays et avec les défis prioritaires en matière de vaccination. Exactement. C'est vraiment ce qu'on vous encourage à faire. C'est que les critères représentent les priorités et les défis spécifiques au pays. Donc, par exemple, les risques d'épidémie, comme le professeur Eric l'a très bien présenté pour le Niger, certaines autres priorités,
par exemple liés à des changements de sérotype pour certaines maladies, etc., qui pousseraient vers certains autres critères. Donc vraiment, il faut que ces critères correspondent à vos priorités. Et généralement, ça se fait assez naturellement lors du premier atelier. Je vais passer à la deuxième, s'il n'y a pas plus de questions, et n'hésitez pas, s'il y a des questions qui vous viennent, hein, même sur cette session, à les poster dans le chat, même pour la deuxième séance de questions-réponses. Donc, je vais passer à la deuxième session sur la collecte et la synthèse des évidences, qui a été initialement présentée par Epossy tout à l'heure, et sur laquelle je vais un peu plus m'étendre sur le processus de collecte et de synthèse. Donc, pourquoi est-ce que c'est très important et pourquoi c'est l'étape clé, la collecte et la synthèse des données? Parce qu'elle permet de donner une base robuste, une base objective pour la comparaison des vaccins et les recommandations par le GTCV. Et elle donne des arguments ensuite lors de la présentation des recommandations aux différentes instances, que ce soit au ministre ou au CCIA ou aux instances nationales. Elle donne, elle équipe les membres du GTCV et le président du GTCV pour justifier des recommandations fondées sur des preuves. C'est un processus qui se fait en 5 étapes. D'abord, préparer et finaliser le plan de collecte. La moitié du travail, c'est vraiment avoir un bon plan de collecte. Donc, il ne faut pas sous-estimer cette étape qui arrive au tout début, juste après ou même pendant le premier atelier, qui est le plan de collecte, et j'y reviendrai. Ensuite, la collecte des évidences en elles-mêmes, des données. Le nettoyage et la préparation des données. Donc, dans certains cas, il faut s'assurer que les données soient cohérentes. On peut avoir des données qui soient parfois contradictoires. On peut avoir des données qui nécessitent des calculs supplémentaires, par exemple pour la chaîne de froid, etc. Quatrième étape, c'est de préparer le contenu, donc de le rendre synthétique et facilement digeste pour les membres du GTCV. Et cinquième étape, partager le contenu et le revoir avant le second atelier. Donc, comme je disais, un des éléments les plus importants, c'est le plan de collecte des données. Donc, le plan de collecte des données, ça veut dire avoir clarifié qu'est-ce qu'on va collecter. Donc, les vaccins, normalement, on sort de l'atelier 1 avec les vaccins et les critères. Comme je vous ai dit tout à l'heure, il faut spécifier les critères en indicateurs. Ça, c'est la première étape. Et identifier la nature des données. Il y a des données qui vont être des données nationales qui vont devoir être collectées au niveau national, d'autres au niveau international. Donc, en fonction de ça, ça va pas être le même processus. Il va y avoir je sais pas, des départements au sein du ministère de la Santé ou des instituts statistiques à contacter au niveau national. Au niveau international, ça peut être des données directement accessibles ou alors faire appel à des partenaires comme l'OMS, l'UNICEF, Niche, etc., qui peuvent vous appuyer pour la collecte de données au niveau international. Donc, être très clair sur le type, les natures et les sources des données. Ce qui est important, c'est aussi de définir clairement les rôles. Nous, ce qu'on recommande systématiquement, c'est qu'il y a un responsable de la collecte des données. Souvent, c'est le secrétaire du GTCV, qui supervise le processus. Son rôle, ça va être de vérifier avec les différents groupes de travail qu'ils avancent bien, d'orienter s'il y a des problèmes lors de la collecte des données, et surtout à la fin de consolider et de préparer la synthèse. On recommande également de se baser sur les groupes de travail existants. Tous les GTCV, généralement, ont déjà des groupes de travail qui sont, dans la plupart des cas, organisés par thématique. Par exemple, les thématiques fardeau de la maladie, les thématiques sociales et économiques, thématiques programmatiques, etc. Donc, tirer parti des groupes existants, qu'ils soient par thématique ou par vaccin, pour aller collecter l'information. Et enfin, clarifier le calendrier, c'est-à-dire quels seront les deadlines pour la collecte des données. Est-ce qu'il y a un processus de revue à mi-parcours avec tout le monde pour s'assurer que les choses avancent, que également, s'il y a des problèmes rencontrés, des données qui sont difficilement accessibles, on puisse utiliser même les membres des autres groupes qui ont peut-être accès à certaines personnes ou accès à certaines évidences pour combler ces manques-là. Voilà, nous, on recommande vraiment de clarifier ces rôles et de clarifier ce calendrier pour arriver au second atelier avec les données les plus robustes et les plus complètes possibles.
Sachant que vous verrez, c'est jamais possible d'avoir des données parfaitement complexes, de collecter 100% des évidences, mais l'idée, c'est de tendre vers cet objectif-là. Et on recommande une période, un minimum de 2 mois et jusqu'à 3 mois. Quand on compare 15 critères, c'est potentiellement 30 indicateurs. Si on compare ces 30 indicateurs sur 6 vaccins, ça fait déjà 180 à 200 points de données. Donc, c'est très conséquent. Donc ça peut pas être fait en 2 semaines. C'est pour ça qu'on recommande entre 2 et 3 mois pour la collecte des données. Ensuite, alors attendez, voilà. Vous pouvez utiliser pour ce processus de planification l'outil 1.5 matrice de planification et de collecte des données. Vous verrez, il est très bien conçu. Il vous permet pour chaque critère, indicateur et chaque vaccin, de lister qui est responsable de trouver la donnée, quelles sont les sources potentielles, les partenaires sur lesquels il faut s'appuyer, etc. Ça peut être aussi l'outil qui va vous permettre ensuite de saisir ces évidences de manière consolidée. Donc, je vous renvoie vers cet outil qui est disponible sur le site du NITAG Resource Center. Les données, elles peuvent être de nature variée, elles sont disponibles à plusieurs niveaux. EPOSI l'a très bien présenté tout à l'heure, donc je vais passer très rapidement là-dessus. Vous voyez, en fonction des catégories et des types d'évidence que vous voyez tout à gauche, il y a différentes parties prenantes qui vont être pertinentes et différentes sources. Donc ça, c'est des liens additionnels. Cette présentation sera aussi disponible, sur lesquels vous pouvez cliquer, qui vous envoient directement vers les ressources disponibles. Il y a 3 ressources sur lesquelles je veux insister, en dehors de celles qui ont déjà été présentées par EPOSI ce matin, sur lesquelles je ne reviendrai pas. Les ressources sur le marché et l'offre, c'est généralement des données où les secrétariats ou les GTCV ont du mal à les trouver. Il y a 3 ressources importantes. Il y a le MI4A, le MI4A de l'OMS, qui est très très bien fait, avec des rapports par vaccin sur le niveau de demande et d'offre en matière de vaccins, en matière de doses. Il y a les rapports de l'UNICEF Market and Supply Update qui, tous les 2 à 4 ans, poste une mise à jour sur les dynamiques de marché sur les différents marchés des vaccins fournis par l'UNICEF. Et les Gavi Market Shaping Roadmaps qui donnent également des informations sur la viabilité et la résilience de l'offre. Je voulais également attirer votre attention sur les données en matière disponibles sur le site de l'OMS du Compendium, même si EPOSI en a parlé ce matin. Il y a pour l'instant 3 ou 4 vaccins qui sont disponibles. Il y en aura plus qui vont arriver dans les prochains mois, qui permettent de comparer des vaccins entre eux. Notamment. Donc, vraiment, consulter ces sources-là, elles sont très, très riches. Et il y a une dernière source, je pense, qui malheureusement n'apparaît pas ici, mais que je rajouterai avant de partager ces diapositives, qui est gérée par IVAC et qui recense par vaccin un certain nombre d'autres ressources. C'est comme une consolidation des sources disponibles, notamment pour toutes les questions d'introduction, mais également les questions d'optimisation au sein des vaccins. Je passe rapidement là-dessus. Un des éléments importants, mais non nécessaires, à prendre en compte, c'est la qualité des données. Donc, quand vous avez l'habitude de travailler avec le cadre ETR, le cadre de Evidence to Recommendation, où la qualité des données, elle est systématique, elle est nécessaire. Nous, on vous incite à le prendre en compte lors des discussions, lors du second atelier, voire lors des arbitrages que vous devrez faire lors de la collecte des données, puisqu'il est possible que vous ayez des données qui ne soient pas toujours cohérentes entre elles. Par exemple, des données d'efficacité du vaccin. Je prends l'exemple du choléra, on va avoir des données d'efficacité différentes en fonction des contextes épidémiques, des contextes endémiques. Donc, ce qu'on vous incite à faire, c'est vraiment de regarder pour les données que vous collectez, lorsque vous les collectez, à quel point il peut y avoir des biais, à quel point c'est transférable à votre pays, c'est applicable à votre pays, à quel point c'est complet, etc. On ne vous recommande pas de le faire de manière systématique pour tous les points.
c'est plutôt quelque chose à avoir en tête et à discuter ensemble lors du second atelier, parce que le faire de manière systématique, encore une fois, sur 200 points de données, c'est beaucoup trop de travail pour un exercice de priorisation qui arrive vraiment en amont, qui est un exercice stratégique, qui n'est pas encore une recommandation d'introduction, qui est une recommandation de priorisation. Donc voilà, des éléments à prendre en compte en utilisant les éléments que vous voyez à droite, donc les biais potentiels, les conflits d'intérêts, la complétude et la transférabilité des données collectées. Il est certain qu'au cours de ce travail-là, vous allez rencontrer des problèmes liés à la collecte des données probantes. Et vous allez avoir des évidences ou des données qui seront manquantes, qui seront incomplètes, par exemple que pour certains vaccins, pas pour tous les vaccins, ou que pour certaines maladies, pas pour toutes les maladies. Des évidences qui sont inaccessibles parce que, je sais pas, c'est dans des articles payants ou des évidences qui sont uniquement au niveau de certains hôpitaux et on n'arrive pas à contacter les responsables de ces hôpitaux-là, etc. Des données qui sont pas toujours très claires ou qui sont assez floues. Quand on parle de disponibilité des vaccins, par exemple, c'est très difficile, vu qu'on parle de l'avenir, de s'engager. Donc les données sont pas toujours extrêmement claires. Des données qui peuvent être éparpillées, donc situées même pour un seul vaccin, pour plusieurs maladies, dans plusieurs rapports ou dans plusieurs articles. Qui sont parfois incohérentes, comme je le disais, ou qui paraissent incohérentes sur des études d'efficacité de données en fonction des contextes, on va pas avoir, ou en fonction du schéma vaccinal, on va pas avoir les mêmes données. Et enfin, des données qui peuvent être incomparables, ou alors où l'extrapolation est impossible. Donc ça, c'est les problèmes que vous allez pour sûr rencontrer lors de cette collecte-là. Et il y a plusieurs solutions ou actions que vous pouvez mettre en place pour mitiger, pour diminuer ces problèmes-là. Dans certains cas, les pays sont amenés à retirer tout simplement le critère ou le vaccin de la comparaison. Parce que les données n'étaient pas disponibles, parce que les données ne permettaient pas de comparer facilement les vaccins, le critère, lors du second atelier, il est décidé de l'abandonner. Ça peut arriver. Ou alors un vaccin, par exemple. On a parlé tout à l'heure des vaccins, des futurs vaccins contre la tuberculose. C'est des vaccins qui ne sont pas encore disponibles, donc avec beaucoup de données qui n'étaient pas disponibles. Il a été décidé de retirer le vaccin de la comparaison finale. Vous pouvez également, dans certains cas, modéliser la donnée en essayant d'approximer ce que ça pourrait signifier pour le pays, par exemple, dans certains cas. Vous pouvez utiliser des données de proxy, des données régionales ou de pays proches, avec des contextes similaires, lorsque les données dans le pays ne sont pas disponibles. Ça, c'est notamment le cas pour certaines données épidémiologiques. Vous pouvez utiliser une échelle ou une source qualitative. Par exemple, je crois que c'était en RDC, on avait pris l'équité de la vaccination avec 3 indicateurs, l'équité en matière de genre, en matière de géographique et en matière de revenus. Il n'y a pas de données très factuelles ou mesurables qui peuvent être disponibles pour tous les vaccins. Donc, ce qui avait été décidé de faire, c'était d'avoir une échelle de 1 à 3 en fonction de est-ce qu'on pense que les maladies présentent une inéquité très forte, moyenne ou faible, et donc le vaccin va répondre à ces inéquités très fortes, moyennes ou faibles, en fonction du type d'inéquité en question. Et ça, c'était un jugement d'expert, un jugement d'opinion, parce qu'il n'y a pas de données disponibles et systématiques sur ces informations-là. Vous pouvez décider de réduire la pondération du critère si le critère a des données manquantes ou des données non comparables. Vous pouvez demander une étude complémentaire. Bon, évidemment, elle n'arrivera pas pour ce travail en cours, mais elle peut arriver plus tard. C'est une option qui est ouverte à vous. Vous pouvez ajouter également, lors de la visualisation, un avertissement clair en disant, bah voilà, pour ce critère-là, on n'a pas eu les données pour tout le monde, ou alors il faut faire attention, tout n'est pas comparable, et le mettre clairement visible en rouge, par exemple, pour que les décisions et le classement des vaccins se fassent en connaissance de cause. La dernière étape, une fois que vous avez collecté ces évidences, c'est de les nettoyer, de les traiter et surtout de les traduire en un contenu qui soit visuel pour faciliter des discussions efficaces lors de l'atelier 2. Encore une fois, on parle de beaucoup de points d'évidence. 180 s'il y a 15 critères et 6 vaccins.
Donc, c'est à peu près. Et 2 indicateurs par critère. C'est très conséquent. Et pour que le GTCV, lors de l'atelier 2, qui est un atelier qui dure 2 jours, maximum 2 jours et demi, soit capable d'ingérer ces données, d'ingérer ces évidences et de classer les vaccins, on vous recommande de traduire ces évidences dans un contenu qui soit visuellement facile à comprendre. Donc, je vais vous montrer quelques exemples. Ça, c'est un exemple pour la prévalence. Voilà, bah, là, les vaccins n'étaient pas disponibles pour tous les vaccins. La prévalence n'était pas disponible pour tous les vaccins, mais on a utilisé un bar chart très simple pour comparer la prévalence du vaccin 2, 3, 4 et 8. Ça permet de rendre l'information facilement accessible et donc de faciliter le vote des membres du GTCV lors du deuxième atelier. Ça, c'était pour l'efficacité réelle, par exemple. Et donc, vous voyez, on a 8 vaccins également. On a précisé à chaque fois quelle étude était couverte. Ça, c'est important. On a mis des commentaires à droite pour préciser le contexte des données d'efficacité. Et on a rajouté un caveat en rouge en haut, précisant que les données peuvent être de nature différente. Mais par contre, on les a comparées sur le même graphe pour que ce soit facilement comparable entre les différents vaccins, avec, dans certains cas, des différences en fonction des maladies couvertes par le vaccin. Et enfin, dernier exemple, pour un critère qui est très difficile à approcher, c'est le critère de la disponibilité actuelle du vaccin. Bah, vous voyez, il y a les indicateurs à gauche et on a utilisé des codes couleurs et des codes graphiques en utilisant des bulles plus ou moins grosses en fonction des volumes annuels sécurisés ou de la capacité de production estimée pour chacun des vaccins, et surtout un code couleur en bas pour dire si on estime que sur ce marché, le vaccin a une capacité suffisante pour absorber la demande du pays, une disponibilité limitée ou une disponibilité très limitée en rouge. Donc, voilà, on va présenter ces données au GTCV, mais il y a environ 30 minutes, 40 minutes par critère. On ne peut pas rentrer dans tous les détails, on ne peut pas discuter de tous les points de données, de toutes les sources, etc. Donc, il faut les résumer pour qu'ensuite, les membres du GTCV puissent facilement classer, pour ce critère-là, les vaccins les uns par rapport aux autres. Donc, c'est une étape qui est très importante, qui prend du temps et qu'il ne faut pas négliger lors du dernier mois avant le second atelier et qui facilitera les discussions lors du second atelier. Voilà, je vais m'arrêter là et passer la parole au professeur Eric Allais aussi pour l'étude de cas sur le Niger et la séance de questions-réponses. Merci beaucoup, Florian. D'accord. Donc, juste un peu situer le contexte du Niger, c'est que nous avons mené cet exercice de priorisation entre 2023 et 2024. Nous avons pris un horizon de 5 ans entre 2025 et 2030 avec une récurrence de 2 ans, c'est-à-dire que nous allons revoir les priorités après 2 ans. Nous avons retenu 8 vaccins. Mais comme l'a dit Florian tout à l'heure, parmi eux, il y avait le vaccin sur la tuberculose, les nouveaux vaccins sur la tuberculose. Comme il y avait peu de données, en cours d'analyse, en fait, nous avons laissé tomber. Donc, nous sommes retrouvés avec 7 vaccins. Et sur les critères, nous en avons retenu 14. Donc, une fois que nous avons retenu ces critères, et les vaccins, nous avons attribué à chaque vaccin un groupe d'experts, donc membres du GTCV. Et à ce groupe d'experts membres du GTCV, nous avons associé des membres de liaison. En général, ce sont les différentes directions des ministères qui nous ont rapporté les différents rapports, l'annuaire statistique du ministère. Et nous avons associé aussi des membres ex-officio, c'est-à-dire les partenaires. Eux, ils sont beaucoup intéressés en fait sur l'offre et puis sur le marché. Donc, ils avaient plus de facilité à avoir ces données. Et donc, toutes ces données ont été compilées par le secrétariat du GTCV pour préparer donc la matrice de collecte des données que nous voyons. Donc, pour la matrice, nous sommes partis d'une hypothèse, notamment pour l'efficacité, qu'il y avait très peu de données sur cette efficacité et que ces données d'efficacité étaient assez souvent limitées.
Et donc, par exemple, quand on prend le cas du choléra, nous sommes partis à partir donc d'une revue systématique et puis d'une méta-analyse du Lancet publiée en 2017, d'accord, sur 7 études cliniques euh, qui ont et 6 observations, 6 études observationnelles euh, qui ont inclus 217 patients, alors que les essais cliniques ont porté sur 695 patients. À partir de là, on a dégagé l'efficacité du traitement et du vaccin, qui était de 58% dans les essais cliniques, dans la méta-analyse sur les essais cliniques, et de 76% dans la méta-analyse sur les études observationnelles. À partir de là aussi, nous sommes basés aussi sur une étude qui a été menée au Bangladesh en 2021, publiée donc dans le Lancet, qui a essayé de voir l'efficacité donc sur 4 ans du vaccin contre le choléra. Euh, donc, concernant la rougeole et la rubéole, nous avons plutôt utilisé une position de l'OMS qui date de 2020, d'accord, qui parle d'une efficacité de plus de 95% dans plusieurs études qui ont été menées dans plusieurs pays différents. Nous avons également, nous sommes également basés sur des études qui ont montré l'efficacité du vaccin et maintenant, concernant la typhoïde, j'ai un problème technique là. Oui, concernant donc la fièvre typhoïde, nous avons eu aussi un document de l'OMS qui a donné une efficacité de 89% après 46 mois après l'administration du vaccin, d'accord? Et nous sommes une autre étude donc de Lang et collaborateurs en 2023 qui a montré donc une efficacité de entre 83 et 85 et 80,5% selon donc le design qui a été utilisé pour l'étude suivante. Maintenant, un autre exemple d'utilisation des données, c'est par rapport à la mortalité. Ça vous montre un peu le graphe que Florian a montré tout à l'heure. Donc, nous avons comparé nos 8 vaccins par rapport à la mortalité. Par exemple, pour la rougeole et la rubéole, elle était de 0,2%. Ce sont des sources de 2022 que nous avons utilisées et les sources étaient essentiellement donc l'OMS, les différents rapports du ministère, les rapports de surveillance de maladies à déclaration obligatoire au Niger. Pour le HPV, pour la mortalité, là par contre, nous sommes partis beaucoup plus sur la mortalité liée donc au cancer du col. D'accord? Donc, c'est plutôt là le cancer du col que nous avons vu avec une mortalité qui était estimée à 76,4% parmi les patients. Mais quand on rapporte cette mortalité par rapport donc à la population générale, elle repasse à 0,06%. Et c'est pour ça que sur la deuxième partie du graphe, nous voyons 76,4% qui montre la mortalité liée au cancer du sein et 0,06% quand on le rapporte à la population générale. Pour pour la fièvre typhoïde, il y a eu, sont des études qui ont été menées essentiellement en milieu chirurgical chez nous,
où on a recensé les cas de complications de la fièvre typhoïde et nous avons eu une mortalité qui était chiffrée à 5,4%. Pour l'hépatite B, c'est essentiellement des données qui sont liées à la cirrhose, où nous avons essayé de compiler les taux de mortalité liés à la cirrhose post-hépatitique B dans les hôpitaux, qui étaient autour de 23%. Pour les méningites, c'est essentiellement des données liées donc aux épidémies que nous avons eues. Elles étaient donc de 5,6%, mais il y a des données complémentaires que nous avons reçues à partir donc d'autres sites tels que les hôpitaux qui n'ont pas été touchés par les épidémies. On se retrouvait avec une mortalité entre 9 à 11%. Concernant le vaccin hexavalent, seules les données donc, de la coqueluche, la diphtérie et les tétanos néonatales sont disponibles et la mortalité était estimée à 4,1%. Pour la tuberculose, c'était 6,3%. Ce sont des chiffres du Programme national de lutte contre la tuberculose. Et pour le choléra, la mortalité était estimée à 1,4% en 2022. Mais il faut noter qu'en 2021, la mortalité était plus importante à 3%. Voilà un peu ce que je voulais dire par rapport donc à ce qu'on peut considérer comme étant l'expérience du Niger sur l'utilisation des données. Merci. Donc, maintenant, nous attendons les questions par rapport donc à ces présentations. Mais d'ores et déjà, j'ai vu que dans le chat, il y avait déjà une question donc de M. Stéphane Dongué Elbongo qui dit que je serais très intéressé de savoir quels sont les outils ou le lien pour évaluer une campagne de vaccination de routine, possibilité d'avoir du support en vous remerciant. Bon, je ne sais pas, Florian, parce que Oui, j'ai l'impression que c'est une question bon, qui n'est pas forcément directement liée oui, à ce qu'on a oui, présenté. Je crois que Laura est en aujourd'hui. train de répondre à cette question en partageant un lien Ah, d'accord. pour l'évaluation des campagnes de vaccination. D'accord. OK. Alors, d'accord. Il n'y a pas d'autres questions, des remarques, des commentaires, des partages d'expériences? Oui, peut-être qu'on peut laisser 1 minute s'il y a des questions pour qu'il ait le temps de les saisir dans le chat. Oui, je pense qu'il y a une question qui vient d'arriver. Ah non, c'est une ancienne question, excusez. Bon, je pense que s'il n'y a pas de questions, nous allons donc... Ah, il paraît qu'il y a le professeur Ba qui voudrait poser une question. Professeur, vous avez la parole. Non, je pense qu'il n'y a pas de questions. Donc, peut-être remettre la parole aux organisateurs pour la clôture donc, de cette session. Merci. Alors, merci à toutes et à tous pour votre participation
à ce webinaire. Nous espérons que vous avez trouvé la session utile. Nous vous rappelons nos prochains webinaires prévus le 11 décembre et le 21 janvier. Ce sont des webinaires en français qui approfondiront les thèmes de priorisation et l'optimisation. Donc, ces webinaires ne sont pas uniquement destinés au GTCV. Toute personne intéressée peut y participer et n'hésitez donc pas à partager les liens avec vos collègues et réseaux. Et merci. Alors, on clôture le webinaire. Pas de questions et à la prochaine. Au revoir. Merci. Au revoir. Bye bye. Merci à tous. Au revoir. Bye bye. Au revoir.